Bonjour madame. Bonjour monsieur voilà, Carrier. je viens vous voir parce que je souhaiterais un peu mieux développer mon entreprise en fait. Alors c'est-à-dire du numérique, Oui, numérique. de l'export, du management, c'est Très ça? bien, très bien. Ouais. Mais j'y comprends rien du tout. Ça tombe bien, on en parle avec nos invités. Allez, on y va, c'est parti. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde partie de Via Nova. Au sommaire, Caroline. Les nouveaux défis des chefs d'entreprise numérique, export, management, savoir s'adapter, ça s'apprend. On pose toutes les questions à nos invités dans quelques instants. Et puis nous amènerons du côté de Taïwan à la rencontre de Florian Mirili. Oui. C'est ça? Oui. Voilà, comme d'habitude, on va voyager grâce à Daqui Daltro, le programme court de Via Steel qui vous emmène à la rencontre de la diaspora. Et puis comme chaque jour, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag ViaNove. Mais c'est d'abord la revue de presse de Marie-Jo Harry. Marie-Jo. On commence avec l'information santé. Santé, tout à fait. Allez. Et oui, vous savez, ça, c'est pas une information évidemment très plaisante, Non. mais vous savez, depuis plusieurs jours, on parle de cancer du sein qui pourrait être directement lié à l'implant de prothèses texturées. Alors après les prothèses PIP, un autre danger est mis en lumière et Le Monde s'est associé à une vaste enquête et titre aujourd'hui « Implant, un scandale sanitaire mondial ». Vous voyez, en fait, plus de 250 journalistes et 59 médias, dont Le Monde, ont enquêté sur les carences du contrôle des dispositifs médicaux en général, pas que les prothèses mammaires. Rien qu'aux États-Unis, ces 10 dernières années, on comptabilise près de 5,5 millions d'incidents, plus de 82 000 morts, 1,7 million de blessés et 3,6 millions de défaillances. On apprend surtout que les implants, contrairement aux médicaments, ne sont pas réellement contrôlés. Et on s'inquiète aussi évidemment lorsque des lanceurs d'alerte comme le professeur Lantieri, justement pour les prothèses mammaires texturées, ne sont pas du tout entendus. Alors l'autre grande information, c'est Emmanuel Macron. Et oui, aujourd'hui, c'était un petit peu l'heure d'Emmanuel Macron. En effet, vous savez, l'opinion nous rappelait que c'était le jour J pour le quinquennat de Macron. Voilà, le jour J du quinquennat. Emmanuel Macron installe mardi matin, donc aujourd'hui précisément, et ce matin, un haut conseil pour le climat prévu de longue date. Et il présente à cette occasion à l'Élysée sa stratégie et sa méthode pour la transition écologique. Évidemment, devant des représentants aussi associatifs, syndicaux et patronaux. Alors, c'est le même titre pour les Échos, transition écologique, Macron à un tournant. Et le quotidien attendait l'intervention du chef de l'État, qui était attendu à 10h30, était un petit peu en retard. Mais voilà, en gros... C'est ça les stars. Ouais, C'est le maître des horloges. C'est vrai, c'est vrai. Il y a raison. ce week-end, 2h30 de retard à Bercy, et puis il y a Emmanuel Voilà, Macron. oui, là c'est un peu différent. Il n'a pas été si en retard que ça, mais il était en retard quand même. En tout cas, il a eu un discours très positif en disant que cette transition, nous allions forcément la réussir, puisque nous avions les meilleurs acteurs du monde pour la faire. La France est souvent sollicitée pour ce genre de choses. Il a parlé d'humilité, de colère entendue pour les gilets jaunes, pas de mépris surtout, et pas d'amalgame entre les casseurs et les vrais manifestants. Voilà, il a aussi parlé du long terme avec le nucléaire. On verra ça plus tard. D'accord. Une information culturelle? Oui, on a appris le décès de Bernardo Bertolucci à l'âge de 77 ans. Et l'Humanité consacre une pleine page au cinéaste Bertolucci, peintre à fresque du cinéma en rouge et noir. Alors on nous rappelle qu'il fut l'assistant de Pasolini et que le sujet d'ailleurs de son premier film, Les Recrues, en 1962, lui avait été suggéré par le maître. C'était un sujet très sombre. On évoque aussi son intérêt pour Paris, pour la nouvelle vague. Et puis l'UMA, évidemment, évoque très longuement le film Le Conformiste, dont le sujet, vous savez, touche bien le quotidien parce qu'évidemment, c'était l'histoire d'un jeune homme qui, dans l'Italie de 1935, est séduit par l'idéologie fasciste, part d'Italie et vient jusqu'en France, jusqu'à Paris, pour tuer un professeur. Et Bertolucci avait justement opposé tout le gris du fascisme aux lumières du Front populaire à Paris. Donc voilà, ça ne pouvait que, évidemment, séduire l'humanité. Le quotidien El País met aussi Bertolucci à sa une, en titrant sur la disparition de Bernardo Bertolucci, un géant du cinéma européen. Et Carlos Boyero, qui est le journaliste cinéma d'El País, livre un article vraiment très personnel, très touchant sur ce cinéaste qui, pour lui, représente une époque définitivement éteinte où le cinéma d'auteur était un événement culturel et vital. Je trouve ça assez joli quand même. Libé. Mais Libé, de son côté, fait aussi sa une, mais alors carrément toute sa une, effectivement, sur, enfin, l'essentiel de sa une, pardon, sur, toujours un petit peu de Macron qui traîne, hein. Toujours, bah oui. C'est pas possible autrement. Sur Bertolucci, cinéaste hors limite, et lui offre 2 magnifiques doubles pages. Donc c'est la fin
d'un cinéaste à fresque et à frasque. Évidemment, on parle régulièrement de fresques, puis ce sont des grands films, évidemment, des grandes fresques historiques. Et il évoque, bien entendu, 1900, forcément, et puis aussi Le Dernier Empereur. On nous dit que c'était l'emblème turbulent d'un cinéma européen, passé de la fable politique aux superproductions de luxe, tout en conservant ses obsessions transgressives et sexuelles. Évidemment, Libé revient aussi sur des dates clés que le cinéaste lui avait confiées en 2003 à l'occasion de la sortie du film The Dreamers. Et puis évidemment, on ne pouvait pas faire sans, il évoque le sulfureux Dernier tango à Paris entre soufre et souffrance. Oui. Voilà, on se rappelle d'ailleurs du coup qu'il n'y a qu'un seul F à soufre quand il s'agit de... pas de souffrir. Oh, un petit peu d'orthographe, ça fait jamais mal. Oui, c'est bien. Allez, on continue avec Libération. Alors Libération, oui, pour aussi évoquer le premier succès d'Insight, vous en aviez parlé sur ce même plateau, posé sans encombre sur la planète Mars à 20h54. Je pense que vous ne respiriez plus jusque-là. Oui. Il n'y avait pas d'image. On voyait un peu la régie. Ah bon ? Oui, on voyait sur Facebook. D'accord. Voilà. Pardon, la mission d'Insight... Je vous raconte ce que j'ai fait après. Non, mais c'était super, mais regardez, elle est sympathique. Mais c'est effectivement un dessin, un photomontage, parce que personne n'est sur Mars pour photographier la chose. C'est dommage. C'est pas professionnel tout ça. Non. La mission Insight, elle a 2 ans donc pour écouter battre le cœur de Mars. Voilà, on nous explique qu'en fait, elle a décollé le 5 mai dernier, un petit peu de temps quand même pour aller jusqu'à Mars, et que c'est une mission de géophysique. Alors, il y a un véritable mini-laboratoire à bord. C'est d'ailleurs doté d'un sismomètre dont on précise que la fabrication est française, on est quand même très fiers, et d'un capteur de flux de chaleur. Donc là, on est bien là pour découvrir effectivement le pouls de la planète et pas les Martiens, on les rencontrera à une autre occasion. Merci beaucoup, Marie-Jo. On se retrouve demain. Demain pour une nouvelle revue de presse. Merci. Parfait, à demain. Merci Marie-Jo. Allez Flo, c'est mardi, et le mardi, on voyage grâce à Dakou et Daltro, qui nous emmène cette semaine, non pas sur Mars, mais à la rencontre de Florian Mirille à Taipei, à Taïwan. On regarde. À quitter la Corse, c'était que je voulais voir autre chose. Je voulais améliorer mon anglais, donc c'est pour ça que j'ai décidé dans un premier temps de partir en Australie pendant 1 an. Et ensuite, au fur et à mesure de mes rencontres, je me suis retrouvé à Taïwan. Alors à Taïwan, au niveau professionnel, j'ai créé ma société. Avec mon associé, on a décidé d'importer le concept du coffret cadeau. Donc Taïwan, c'est un pays qu'on ne connaît pas forcément, qu'à part le Made in Taiwan, on a beaucoup d'a priori, de préjugés sur ce pays-là. C'est un pays magnifique, c'est un pays qui est très développé, qui a une économie florissante. Il y a tout ici, c'est-à-dire qu'il y a la nature. Alors il y a 23 millions d'habitants à Taïwan, ça fait à peine 3 fois et demi la Corse en taille. Donc moi, quand je suis venu, j'ai vraiment je pensais qu'on allait tous se marcher dessus, qu'il n'y avait aucun espace vert et autres. Alors que pas du tout. Donc ils ont aménagé, disons, la côte ouest de l'île en mettant toutes les villes et le mégalopole, et la côte est et le centre est resté complètement naturel. Pour les liens avec la Corse, donc c'est très important pour moi. J'ai la Corse au cœur, donc c'est très important de garder mes relations avec eux. Je me considère comme un ambassadeur, je dirais, de l'île, et j'en parle tous les jours. C'est-à-dire, alors je fais des interventions dans les lycées, dans les universités ici. Donc moi, je suis supposé de parler de la France, mais bon, j'accentue vraiment sur la Corse. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas le projet de rentrer pour vivre en Corse. Par contre, dans le futur, si il y a possibilité, pourquoi pas vivre à moitié du temps en Corse, moitié du temps en Asie et autres. Donc ça serait parfait comme choix. Et un petit mot aussi, pourquoi pas aux Corses, aux jeunes en tout cas, qui ont envie de partir. Moi, je leur dirais de tenter la chance. Qu'ils y a, et s'ils veulent venir à Taïwan, ils me contactent et ils viennent, on pourra faire un truc ensemble. Allez, l'invitation est lancée et presque acceptée. Ah oui, oui. Il est 12h35, c'est l'heure du débat de Vianov. Alors
Alors, il y aurait en Corse un peu plus de 50 000 structures actives, qu'il s'agisse d'établissements privés ou d'entreprises artisanales. Un esprit d'entreprise plutôt dynamique, avec de nombreuses créations, un taux de défaillance plutôt contenu et un statut d'auto-entrepreneur qui booste le tout. Mais peu importe le statut, les défis de ces chefs d'entreprise restent les mêmes. Numérique, export, management, entre autres. Et pour en parler, aujourd'hui, nous accueillons Gian Venturini. Bonjour, cofondateur de l'agence Coalita. Ça va bien, Gian? Ça va très bien. En tant que geek, je suppose que votre téléphone est sur mode avion. Oui. Bon, très bien. À vos côtés, René Majesté, formateur, coach et consultant en management. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et Jean-François Guiderdogne, fondateur d'Exacorsa, qui nous parlera d'export. Bonjour. On parle souvent du tissu entrepreneurial insulaire comme un écosystème constitué de très petites entreprises, voire de micro-entreprises dont les 3/4 n'ont pas de salariés. Des entreprises essentiellement tournées vers les services, le commerce, le tourisme et la construction, un contexte très particulier, structurel et conjoncturel. Pour autant, et c'est une question ouverte à tous les trois, messieurs, les enjeux sont-ils si différents des entreprises situées sur le continent? On commence avec vous, Jean-François Guiderdogne. Ouais. Moi, je vous dirais qu'ils sont de moins en moins différents de ce qu'on pouvait voir avec les entreprises sur le continent, puisqu'on est dans un contexte d'internationalisation. Et vous parliez d'export, et en fait, effectivement, la question et les éléments maintenant sont plus autour de l'internationalisation des modèles. Et puis, pour les entreprises corses, effectivement, c'est à la fois des challenges, puisqu'on va avoir des entreprises maintenant qui peuvent venir avec l'uniformisation des besoins. Vous avez des entreprises qui vont plus facilement venir en Corse pour devenir plus concurrentiel, puisqu'on a des besoins un peu plus uniformes en Corse qui sont les mêmes finalement que ceux qu'on va trouver sur le continent dans d'autres pays. Et puis en même temps aussi, ça fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire que pour les entreprises corses, ça permet aussi de réduire les barrières, de réduire la problématique du transport, la dématérialisation, le virtuel, tout ce qui est un petit peu activité autour de l'e-commerce, des nouvelles technologies. Et les nouvelles technologies, même pour des business traditionnels, permettent aux entreprises corses de s'exporter, de sortir du modèle et pas simplement d'aller vendre des produits ailleurs, mais d'exporter un vrai modèle, de développer une entreprise dans toute sa complexité à d'autres endroits avec beaucoup moins de contraintes. Alors, Gian, s'agissant du numérique, justement, est-ce qu'il y a une prise de conscience de la part des chefs d'entreprise? Et je ne parle pas de la nouvelle génération, mais je parle de leurs aînés sur l'importance de l'outil Internet. Il y a une prise de conscience qui est de toute manière globale, pas forcément des chefs d'entreprise, même de tout le monde. On se rend de plus en plus compte de la nécessité du numérique. On est tous avec nos smartphones. Les problématiques des entreprises, elles évoluent avec les problématiques sociétales. Donc à partir du moment où de plus en plus de gens utilisent les outils numériques, les entreprises doivent faire la même chose. Donc il y a un besoin, il y a une réflexion autour de ça, et il y a finalement les mêmes enjeux et les mêmes questions que dans toute autre entreprise. Pour quelles raisons vient-on vous voir ? Alors, ça dépend des entreprises, ça dépend de leur taille, etc. La plupart du temps, c'est d'ailleurs assez rigolo quand elles viennent nous voir et nous disent « voilà, je voudrais un site internet ». Et la question qu'on leur pose, c'est pourquoi ? Et bien souvent, ils ne sont pas capables de répondre. Ils veulent un site internet parce qu'il faut avoir un site internet. Il n'y a pas encore eu cette prise de conscience au niveau d'une stratégie un peu plus globale en termes de communication, de dire voilà, les outils numériques, comme leur nom l'indique, ce sont des outils. Donc il faut s'en servir, mais il faut s'en servir dans un contexte. Il faut les mettre en place, il faut réfléchir à l'utilisation, planifier ce qu'on va faire et se fixer des objectifs. René Majesté, les entreprises corses sont souvent familiales. Alors je suppose qu'on ne dirige pas son compagnon ou sa compagne, voire ses enfants, comme des collaborateurs lambda. Qu'est-ce qui fait la différence? Doit-on faire une différence? Alors, pas forcément. Alors, vous l'avez dit, ce qui caractérise le tissu économique corse, c'est la taille des entreprises. Un tissu d'artisanat, par exemple, qui est très dense. Je crois qu'au niveau national, c'est un des plus denses. Et ce qui caractérise aussi le tissu corse, c'est alors une volonté, un dynamisme dans la création, puisque ce dynamisme émerge maintenant, se confirme. Et les entreprises corses sont plus pérennes que les entreprises sur le continent,
Par contre, elles sont moins employeuses. Oui. Et ce qui m'intéresse, et ce sur quoi j'interviens, c'est cette phase, si vous voulez, cette phase de la très petite entreprise à l'entreprise de croissance, c'est-à-dire celle qui va devenir employeuse. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a une volonté effectivement de transformer ce tissu de très petites entreprises en entreprises qu'on peut appeler employeuses ou de croissance, c'est-à-dire qui ont un potentiel de 10 salariés. Et justement, lorsqu'on passe de 1, 2, 3, ou de la famille, comme je reviens à votre question, à une dizaine de salariés, une douzaine de salariés, à ce moment-là, il faut devenir manager. On devient manager. Et là, souvent, on change de métier, le chef d'entreprise change de métier. C'est pourquoi j'interviens. Et du coup, qu'est-ce qui fait un bon manager? Parce qu'il faut être bon psychologue. La baguette. Ah, ben, vous voyez, deux écoles. Justement, non, mais en plus, non. Justement, non. Je suis sorti de bêtises comme ça, comme d'hab, quoi. Un bon manager doit permettre à tous les collaborateurs ou la famille de répondre à 3 questions. Où vais-je? Pourquoi y vais-je? Et comment y vais-je? Grosso modo, c'est ça. Dans le manager, il fixe un cadre. Oui. Et ensuite, c'est un communicant. Donc, il doit communiquer. Bon, il communique à l'extérieur, avec son marché, etc. Mais surtout à l'intérieur. Une proximité. Et ce qui fait le manager aujourd'hui, par rapport à la baguette, ce que je disais, c'est... Je parlais du pain, hein. Oui, d'accord. Bon, ce sont ses capacités à communiquer, sa capacité à fédérer, à faire adhérer et à motiver. Et c'est vrai que c'est pas évident. Le métier de manager, c'est vraiment un métier comporte 2 types de compétences ou de qualités. Il y a les compétences innées, le charisme, etc. Mais il y a aussi des compétences et des outils qui s'apprennent. Je crois que ça, c'est très important. Si je pouvais passer le message aujourd'hui, le management, ça s'apprend. Voilà, oui. Ce serait important. Qu'est-ce qui s'apprend également, Jean-François Guiderdon, quand on est chef d'entreprise et qu'on a vraiment la tête dans le guidon tous les jours, 24 heures sur 24? Comment on trouve aussi le temps d'apprendre et de se former pour développer sa structure? Alors, ça, c'est une problématique très importante. Les anglo-saxons, moi j'ai passé pas mal d'années à travailler dans l'environnement anglo-saxon, appellent ça le slack. Ils ont un terme pour ça, qui est le temps qu'on doit se réserver, qu'on doit avoir pour prendre un peu de recul. Je dirais que c'est une des qualités importantes, on parlait de qualité innée du chef d'entreprise. Un des éléments, c'est ça, c'est d'avoir cette capacité de recul et même dans la tempête, d'arriver par rapport à avoir une équipe qui va être impliquée, qui va être à fond, et soi-même de pouvoir, à un moment, se dire « Attendez, il faut qu'on change d'angle, de prendre la perspective globale et de dire là, voilà, on est dans notre boîte, là, on est en train de penser dans notre boîte. Il faut qu'on regarde dehors et qu'on voit qu'il y a peut-être d'autres boîtes à utiliser pour arriver à ces fins. » Je pense que ça, c'est vraiment une des forces du chef d'entreprise, mais il y a un apprentissage à faire. Alors souvent, ça se fait par l'expérience et par les échecs. Et des échecs, on arrive ensuite à se dire il faut, voilà. Sauf si on passe par la formation, peut-être. Voilà, je dirais que... Alors, c'est plus que de la formation. C'est pas dans une séance de formation où vous avez avec 5-6 autres personnes que vous acquérez cet élément-là. Mais de l'accompagnement, du coaching, de l'accompagnement au jour le jour, c'est-à-dire quelqu'un qui a un peu cette expérience-là, qui peut vous, je dirais, traduire vos actions. C'est-à-dire le coaching, c'est un petit peu ça. Moi, je travaille avec certains chefs d'entreprise où... on leur apprend à avoir du recul. Je leur dis, attends, regarde là, regarde ce que tu as fait exactement. Il y a des choses qui font très bien naturellement et puis d'autres choses qui font un peu moins bien. Alors il faut avoir un petit peu de tact, et de leur expliquer, de dire, voilà, là, et tout d'un coup, c'est plus facile parce qu'on est vraiment en contexte, on est sur le terrain, on est avec eux, en face de leurs employés. Et donc là, le message passe beaucoup plus facilement, mais c'est également une formation, c'est une méthode de formation, et c'est d'ailleurs quelque chose qui doit évoluer au niveau de la formation. Ça, c'est une autre thématique. René, est-ce qu'il y a des idées reçues à déconstruire pour être un bon manager? Oui. Je peux juste rebondir sur ce qui a été dit. Le coaching est essentiel pour un chef d'entreprise. Parce que pour avoir diagnostiqué plusieurs entreprises, il y a la perception qu'a le chef d'entreprise de son propre management, qui est souvent idyllique, et il y a la perception des collaborateurs, qui est souvent différente. Dans le rôle du coach, c'est déjà de faire prendre conscience aux chefs d'entreprise de la réalité.
Alors, des idées reçues, mais aujourd'hui c'est un petit peu compliqué parce que je lisais quelques revues dernièrement. Alors, vous avez des articles sur les 7 qualités du bon manager, les 6 qualités du bon manager, les 4 qualités. En fait, si on regroupe un petit peu tout ça, le bon manager c'est le communicant, le bon manager c'est le coach, un manager c'est un coach, et les idées reçues ce sont les anciennes idées, celles de la baguette dont vous parliez, celui qui fait marcher les hommes un petit peu à la baguette du temps du taylorisme. Donc tout ça c'est terminé, mais je crois qu'il y a une évolution. Je crois que sincèrement qu'aujourd'hui, quand même, on a une tendance très forte, on sort de ces idées reçues, et alors c'est pas simple. Ça suppose des compétences extérieures comme le coaching ou le conseil en management, mais il y a une évolution sur le management qui est positive et qui malheureusement dans la TPE et la PME n'est pas toujours au rendez-vous. Et d'ailleurs, un article récemment, après j'arrête, sur le taux d'absentéisme qui coûte très cher, une grande partie de cet absentéisme pourrait être réduit si on n'avait pas ce management un petit peu anachronique. Voilà. C'est très bien, vous êtes là pour ça. Oui. Jeanne, on va revenir au numérique. Vous avez parlé des sites internet. Plus qu'un site internet, maintenant c'est le e-commerce. Est-ce que ça vaut le coup quand on a une petite TPE en Corse, ou est-ce que c'est vraiment réservé à des gros Alors, là où on est finalement, qu'on soit en Corse ou qu'on soit autre part, ça rentre très peu en jeu. Ça va sur les problématiques d'export, comment on envoie nos produits, mais concrètement, dans la décision de base, la localisation n'est pas très importante. Par contre, il faut bien réfléchir à tout ce que ça implique. Si je commence à vendre des produits sur Internet, ça veut dire que j'ai une capacité de production. L'idée, c'est quand même que ça marche, donc que les gens achètent mes produits. Donc du coup, il faut que je sois en mesure d'en produire suffisamment, de répondre à la demande, de ne pas négliger mon magasin physique. Et ensuite, il y a toutes les problématiques techniques. C'est-à-dire qu'un site e-commerce, ça demande des vraies compétences techniques pour le mettre en place. Il faut la plupart du temps faire appel à des gens dont c'est le métier, ou alors avoir des gens en interne, mais on parle de TPE, de PME, donc on est plus sur des prestataires extérieurs. Et ensuite, comment je gère mon approvisionnement, comment je gère mon stock, comment je gère mon paiement. Je veux me faire payer par carte bleue, par exemple, il faut que j'aille voir ma banque, que j'ai un contrat spécial. Ça veut dire que quand je vais mettre en place mon site web, il va falloir que je mette en place des protocoles spéciaux, les 3D Secure, où vous recevez le code par SMS qui arrive jamais, etc. etc. Enfin, il y a plein de conditions attachées à simplement je voudrais faire une boutique en ligne. Il faut réfléchir à tout ce que ça implique derrière. C'est pas juste une vitrine où les gens disent j'achète. Il y a un grand nombre de points à prendre en compte. Est-ce qu'un site internet qui ne serait pas mis à jour régulièrement peut nuire à l'activité physique ? Bien sûr. C'est comme un site internet. C'est un peu ringard, quoi. Au final, c'est comme la présence dans un magasin ? C'est exactement ça. On a la même problématique. Les outils numériques sont des outils de communication comme les autres. Si votre vitrine ne change jamais, les gens, à force de passer devant votre magasin, ils vont plus rentrer. Le rayonnage, il faut le changer, etc., etc. Un site internet, c'est la même chose. Il faut le mettre à jour. En plus, là, on est dans une ère numérique où on a envie de consommer du contenu, on a envie de voir des histoires, on a envie de vivre, que ce soit une marque, que ce soit une entreprise, que ce soit juste n'importe quoi, un blog, ce que vous voulez, on a besoin de vivre du contenu. Donc, un support numérique, il doit aussi prendre ça en compte. Et un support numérique, on retrouve évidemment pour faciliter l'implantation du produit sur d'autres terres et sous d'autres cieux, je suppose. Bien entendu. L'accès à une plateforme numérique va complètement simplifier une partie de l'activité. On pourrait très bien, par exemple, dans le contexte insulaire, développer une activité où toute la technologie, la valeur ajoutée se fait en Corse. Résoudre la problématique du transport en allant produire, que ce soit un produit ou plutôt un service, mais même un produit sur le continent ou dans un autre pays, mais en gardant une valeur ajoutée et le centre de l'entreprise au niveau insulaire. Et c'est ça, je pense, qui est en train de changer au niveau du modèle maintenant. Il faut dépasser ce contexte de se dire, pour que ça soit en Corse, il faut que tout soit en Corse. Non, il faut, je dirais, attirer le maximum de valeur ajoutée sur la Corse et faire levier des outils numériques et d'autres outils pour pouvoir créer de belles entreprises locales, insulaires, mais qui vont effectivement après avoir une manière déstructurée de travailler avec des employés aussi qui travaillent dans d'autres pays. La douloureuse maintenant, messieurs, est-ce que les chefs d'entreprise ont les moyens de vous recruter pour une mission plus ou moins longue et développer leur activité ? Jean-François, on commence par vous.
Vous êtes dur, c'est bien. Tout le monde va y passer, vous inquiétez pas. Alors oui, tout à fait. Alors il y a différentes manières de voir les choses. Il y a au niveau des missions effectivement des éléments qui peuvent être assez rapidement mis en place. Moi je travaille dans le contexte numérique à mettre en place des éléments autour de la productivité des entreprises, PME et TPE. Sur ces choses-là, je veux dire que par rapport à l'implantation d'un outil, le coût qu'on va avoir pour les aider peut être vraiment très limité et on travaille. On travaille tous ici dans un contexte insulaire, donc on fait face à des problématiques. On ne serait pas ici depuis pas mal de temps si on n'y avait pas fait face. Mais effectivement, il faut avoir des outils très efficaces, assez structurés, qui parlent vite aux entreprises et aux chefs d'entreprise. Et puis après, il faut le faire dans la durée. C'est-à-dire que peut-être une journée d'intervention par mois peut être très efficace, parce qu'une journée de consultant, c'est pas la journée quotidienne, voilà, c'est plein, c'est rempli, c'est lourd, voilà. Donc on peut, avec une journée par mois, être accompagné et faire pas mal de choses dans différents domaines, suivant effectivement son besoin. Voilà. René Chiane. C'est la tablette. C'est vous le mauvais élève. Non, je vous jure, c'est pas mon téléphone, c'est la tablette. Lorsqu'un chef d'entreprise nous sollicite, c'est par rapport à un problème, une problématique à résoudre, une situation d'urgence. Et c'est vrai, on en parlait aussi. Donc, si vous voulez, il y a un niveau d'acceptabilité de la douloureuse, comme vous disiez, qui est peut-être un peu plus élevé. Donc, l'intervention, elle peut être différente. Alors, dans mon domaine, une journée, c'est rare parce que lorsqu'on met le doigt sur une problématique, en fait, il faut aller beaucoup plus loin. Et donc, si vous voulez, mais ce qui est important, c'est que les choses soient claires. On va travailler, on a un plan de travail, on va travailler de façon programmée et la facturation, le coût sera effectivement prévu. Ce qui est important, c'est la lisibilité et prévoir et donner aux chefs d'entreprise cette lisibilité. Rapidement, Jeanne, très rapidement. Oui, dans la mesure d'accompagnement. Où faire appel à des prestataires, c'est un investissement. C'est-à-dire que ça s'inscrit dans une stratégie commerciale. De dire, voilà, j'ai un problème, je vais dépenser tant pour le résoudre. Dans l'idée, il faut qu'il me rapporte tant. Après, c'est aussi au chef d'entreprise de faire la part des choses et de souscrire au service dont il a besoin. Messieurs, je rappelle que vous participerez tous trois ce jeudi 29 novembre à la 5e édition du Salon Douma Imprez organisé par la CCI d'Ajaccio et de la Corse du Sud. Vous animerez des ateliers et des conférences, donc on vous retrouve jeudi. Merci beaucoup. Flo ? Oui, merci beaucoup messieurs. Écoutez, on va se retrouver en troisième partie avec notre trio culturel, Xavier, Marcel et Dédé. Vous allez voir, ça va être sympa. Allez, à tout de suite. Merci beaucoup. Everything around me, yeah.